Bonjour Bernard Sananès, Bonjour. Vous êtes président de l'Institut ELAB, alors Emmanuel Macron consulte. Il évoque, d'après ses interlocuteurs, un gouvernement d'union nationale. La plupart des formations n'en veulent pas. Que veulent les Français ? Écoutez, c'est trop tôt pour le dire. Les Français, ils sont évidemment surpris, comme les politiques, on va dire, de ce qui s'est passé, dimanche. Mais finalement, ils ont installé une part de proportionnel à l'Assemblée sans même que le scrutin ait été modifié. Ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième, évidemment, c'est qu'ils n'ont pas souhaité, la leçon est très claire, donner une majorité absolue à Emmanuel Macron. Finalement, comme si la promesse pendant la campagne d'Emmanuel Macron, qui était « je vais gouverner autrement », ne les avait pas convaincus. Ils ont choisi de le lui imposer, de gouverner autrement. Alors gouverner autrement, ça peut être passer des accords au cas par cas, ça peut être passer un accord de coalition ou ça peut être l'Union nationale. L'Union nationale qui suppose quand même un minimum de coopération. C'est véritablement ce que cherche le président, ou c'est un leurre, effectivement, plutôt pour masquer des débauchages en sous-main de députés, LR ou de gauche? Et on ne peut pas sous-estimer effectivement la tentation politique et les arrière-pensées politiciennes. C'est vrai que ce serait plus facile de revenir vers les Français dans quelques jours pour Emmanuel Macron et de dire j'ai proposé une union nationale, mais personne n'en a voulu, et donc je vais essayer de passer des coalitions au cas par cas. Voilà, ça c'est une arrière-pensée tactique. Pour autant, l'idée de l'unité nationale, historiquement, quand on regarde les enquêtes qui n'ont pas été faites encore, publiées encore au moment où nous parlons pour cet événement-là, ont toujours donné un peu de crédit à cette idée. Maintenant, est-ce que dans la polarisation... Il y a un minimum de confiance dans cette solution, en disant on peut essayer. Finalement, le en même temps de 2017 d'Emmanuel Macron avait été aperçu un peu comme ça, l'idée de mettre dans le même gouvernement des gens qui venaient d'horizons différents. Voilà. Sauf que là, c'est imposé. C'est ça, toute la différence. Et puis, deuxièmement, le climat politique, la société française n'est plus la même, elle est beaucoup plus polarisée, elle est beaucoup plus clivée, et donc les fractures dont on parle très souvent, ces fractures se retrouveraient-elles représentées finalement dans ce gouvernement d'unité nationale? Oui, on l'a alors 88, on l'évoque souvent. Cette situation, elle n'est pas comparable. Elle n'est pas comparable. Et puis en 88, ce n'était pas l'unité nationale, c'était sous la présidence de François Mitterrand avec Michel Rocard à Matignon, des accords au cas par cas. Et non seulement au cas par cas, mais pas avec les mêmes partis. C'était une fois avec les quelques voix communistes qui venaient faire à point, une fois avec les quelques voix centristes. Et la majorité disposait d'un socle beaucoup plus élevé, 275. C'est arithmétiquement et politiquement beaucoup plus facile de passer de 275 à 289 que de 255 à 289. Là, on le voit bien, dans la composition actuelle de l'Assemblée, il faudrait un accord politique. LR, hier, a fermé la porte. En tout cas, ce système-là ne semble pas fonctionner. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole rapidement ? Oui, parce que c'est sans doute aussi un avertissement que les Français ont voulu adresser de manière très forte au président de la République, c'est de pourquoi n'a-t-il pas tiré les enseignements du scrutin? Finalement, de sa réélection, il n'a retenu que son score, qui est un fait politique et que personne ne conteste, mais comme si il avait oublié les colères derrière ce vote. Or, la séquence, quand on regarde, on parle du second tour législatif de dimanche, mais regardons les 4 votes. Regardons les 4 votes qui nous ont occupés pendant presque 3 mois maintenant. Ce qui domine, c'est ce sentiment de colère. C'est l'expression de cette colère et ce sentiment d'urgence sociale auquel le président de la République n'a pas donné le sentiment qu'il fallait répondre vite, en prenant du temps, en mettant un mois pour former le gouvernement, en ne donnant pas clairement les priorités. Donc c'est aussi le moment... cette sous-estimation de la colère, comment elle peut être résolue aujourd'hui dans une situation où, encore une fois, les choses sont très éclatées et la pression est évidemment forte. D'abord, elle ne peut pas être résolue que par un accord politique, aussi large soit-il. Elle ne peut être résolue que par l'annonce de mesures, notamment bien sûr sur les questions du pouvoir d'achat, mais pas seulement, qui permettent de répondre à ces sujets. L'attente, la colère, elle se fait aussi sur les questions de sécurité, dont on a moins parlé pendant la campagne, sauf jusqu'à l'incident du Stade de France, dont on saura, alors c'est très difficile à posteriori à voir, mais qu'il a eu une influence notamment sur le comportement d'un certain nombre d'électeurs de droite, qui finalement, dans les duels RN ensemble, ont été tentés par le vote RN, notamment en zone rurale. Donc l'urgence, c'est de répondre aux questions sociales, c'est de répondre aux défis sécuritaires, et pas seulement de faire un accord politique. Les signaux à envoyer pour montrer que le message est reçu, ils sont multiples finalement. Il y a un signal effectivement de tempo, c'est-à-dire de donner l'impression que Emmanuel Macron renoue avec cette promesse qu'il avait portée en 2017 de refuser le statu quo. On était en 2017
pour ou contre Emmanuel Macron, mais pendant une bonne partie du quinquennat, on lui a reconnu, même quand on ne votait pas pour lui, son dynamisme. Aujourd'hui, il y a ce sentiment que finalement, le deuxième quinquennat a arrêté le premier. Les observateurs disent, mais il a perdu la main. Y compris dans son camp d'ailleurs. Les critiques sous-jacentes s'expriment maintenant plus vivement en disant, mais est-ce qu'il n'est pas lui-même un petit peu perdu ? Bon, je laisserai ça aux analystes, aux journalistes, mais c'est pour l'opinion en tout cas sans doute un peu perturbant, y compris, on le voit bien dans son électorat. Il y a une part non négligeable d'électeurs d'Emmanuel Macron de la présidentielle qui se sont abstenus aux législatives, sans doute parce qu'ils ne retrouvaient pas le président qu'ils avaient élu, son dynamisme, son élan. Ce quinquennat démarre sans que le président ait su lui donner un nouvel élan. Le sort d'Elisabeth Borne, est-ce qu'il vaut mieux une technicienne ou un poids lourd politique à Matignon, dans la situation actuelle ? Ce qui était valable il y a 3 semaines, au moment de la formation gouvernement, ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les Français attendent un profil politique, mais si on parle d'unité nationale, ils attendent quelqu'un qui peut incarner ce profil-là. Ils ont un avis sur Elisabeth Borne qui est pour l'instant très mitigé. D'abord, ils la connaissent très peu comme Premier ministre, mais ils la connaissent très peu également comme ancien membre du gouvernement. Même, l'opposition dit, elle a fait la réforme de l'assurance chômage, les Français ne lui attribuent pas cette réforme-là. Donc elle est méconnue. Elle n'est pas identifiée Je ne pense pas qu'elle soit aujourd'hui un critère qui ait fait une partie du vote. Maintenant, elle n'a pas contribué aussi, mais sous l'impulsion du président de la République, à faire qu'il n'y ait pas d'élan dans les premiers jours du quinquennat. Le Conseil national de la refondation, c'est une porte de sortie encore ? Unité nationale, Conseil national de la refondation, ça peut devenir un peu compliqué. Et encore une fois, finalement, les Français ont donné le sentiment dimanche qu'ils ne voulaient pas attendre un éventuel Conseil national de la refondation, qu'ils voulaient tout de suite une autre manière d'exercer le pouvoir. Laurent Berger, dans l'opinion ce matin, dit, pour la CFDT, dit les solutions, elles sont quand même dans la société civile. On sent que lui, il est prêt à prendre la main tendue. Oui, ça peut être aussi, et c'était l'idée sans doute du Conseil national de la refondation, de n'associer pas que des politiques. Hier, la consultation était très politique, mais c'est normal, on était au lendemain des élections législatives. Mais là, on s'acheminerait vers un terrain encore plus inconnu, c'est-à-dire un mix entre des personnalités politiques, des personnalités de la société civile. La question va se poser aussi sur l'écologie. Finalement, après l'échec législatif de Mme de Montchalin, est-ce que Emmanuel Macron va réussir à faire venir au gouvernement une personnalité qui peut incarner l'écologie. Revenons un instant sur cette recherche d'une majorité. Où aller finalement chercher son centre de gravité ? Parce que, vous l'avez dit, est-ce que c'est plutôt quand même à droite que ça penche ? Est-ce que si il y a un groupe de centre-gauche qui arrive à se constituer hors de la NUP, ça peut être aussi une force d'appoint ? Oui, la logique, effectivement, ce serait que ça se joue soit au centre-gauche, soit au centre-droit, et alternativement, peut-être une fois sur deux, en fonction des textes. Ça ne semble pas impossible, mais c'est encore tôt aujourd'hui. Et puis surtout, comme il n'y a pas eu ni pendant la campagne présidentielle... Mais donc, avec à chaque fois, un peu les essuie-glaces, oui, quoi, le balai... Une fois... On fait un peu de politique fiction, donc imaginons que le scénario d'unité nationale ne tienne pas et que Emmanuel Macron revienne vers les Français et dise finalement on va faire du cas par cas. On va faire du cas par cas. Le cas par cas, c'est d'essayer une fois au centre gauche, une fois au centre droit, en fonction des textes économiques, en fonction des textes réganiens, d'avoir des majorités. On sent Marine Le Pen qui veut incarner une posture de responsabilité. Elle dit pas d'obstruction. Ça peut aller jusqu'à des voix, de toute façon les voix du Rassemblement national. Aller les chercher aussi. Marine Le Pen a réussi, j'allais dire définitivement, les choses peuvent changer, mais en tout cas sa stratégie de dédiabolisation, l'analyse du vote du second tour, le fait que finalement le Rassemblement national ait réussi à l'emporter en duel dans autant de cas qu'il n'en a perdu, ça c'est un fait politique majeur. Les 89 députés ont été, pour la quasi-totalité d'entre eux, vainqueurs en duel, ce qui était jusqu'à présent un blocage. Dans ce gain politique, il y a... mais maintenant, c'est au pied du mur. Maintenant, c'est les actes qui vont compter. Et donc, il va falloir trouver pour elle un équilibre entre, d'un côté, montrer que son opposition et son positionnement est crédible, et c'est pour ça que sa demande sur la Commission des finances est intéressante. Elle sait que la Commission des finances est, pour un de ses députés, un gage de crédibilité. Mais en même temps, la bataille pour le leadership de l'opposition va continuer. Et finalement, cette bataille pour le leadership de l'opposition n'est pas tranchée. Il y a eu
Avec peut-être l'erreur de Jean-Luc Mélenchon de ne pas s'être présenté, de ne pas être à l'Assemblée. Peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que là aussi, quand on regarde les scrutins, les 4 tours de scrutin, on voit que Marine Le Pen avait pris l'avantage à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon au premier tour des législatives, et que le second tour leur donne à chacun des perspectives. Donc cette bataille pour qui va incarner l'opposition va être aussi un des enjeux des premiers jours de l'Assemblée. Donc tout reste ouvert. Merci Bernard Sananès.